التليفونات كم كل شيء الانترنت كل شيء يستعمل في الريزو. دونك هذه حاجه quelque part c'est quelque chose qui est je veux dire qui est presque fondamental معناتها qui est une évidence même. Mais dans quel sens tu parles de programmation réseau? Dans le sens où on va essayer d'ouvrir nous-mêmes nos connexions et d'envoyer des messages directement via les connexions. Par opposition, par exemple, à RMI, vous ne faisiez pas tout ça. D'accord? En fait, vous faisiez de la programmation de haut niveau et vous faisiez confiance aux amorces, ça veut dire les stops, pour ouvrir les connexions, sérialiser vos appels, envoyer la demande et désérialiser les résultats. Donc, juste habite un petit peu noyer une autre manière de faire où le développeur prend un peu la main sur le fait d'ouvrir les connexions et d'envoyer des messages sur ces connexions. Sachez que pourquoi les répartis, aussi une autre raison, on peut en parler d'une manière générale, pourquoi le réparti connaît autant de succès? Parce que de toute façon, le débit des réseaux et la vitesse des réseaux augmentent énormément, beaucoup plus vite que celle des machines. Ça veut dire, ça veut dire que la vitesse des réseaux double tous les 9 mois. Donc, il n'y a plus aucune restriction quand on communique et on envoie des demandes, des appels de méthode, par exemple. L'appel de méthode à distance devient extrêmement rapide. C'est comme si tu avais une machine à côté de toi. Donc, il n'y a plus aucune différence. Faire un appel local ou un appel distant, il y a de moins en moins d'impact en termes de performance. مثلا comme un exemple, en moyenne, la loi de Moore, le nombre de transistors dans un processeur double tous les 18 mois. La loi de Moore, tous les 18 mois, normalement, si tu achètes un nouveau PC, le nouveau PC sera 2 fois plus rapide que ton PC actuel. Et il y a une autre loi qui dit la vitesse des réseaux double tous les 9 mois. Donc le débit que tu as aujourd'hui, dans 9 mois, tu peux avoir le double. On peut doubler de capacité. D'accord? Et surtout avec les fibres optiques, il n'y a plus aucune limite. Donc que ce soit un appel local ou un appel distant, je suis différence. Donc ce qui fait qu'on peut dire d'une manière générale qu'il n'y a plus aucune restriction à la programmation répartie. D'accord? Donc c'est ce qui justifie encore plus la programmation répartie. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte réparti, on baigne dans un environnement réparti, donc par la force des choses, on est dans un environnement qui utilise le réseau. Il y a 2 manières de faire des applications réparties d'une manière générale. On dit qu'on a des communications synchrones qui sont bloquantes et des communications asynchrones qui sont non bloquantes. Les communications synchrones bloquantes, tu envoies une demande, tu attends la réponse, le client qui a envoyé une demande ne peut rien faire, il ne peut pas avancer, le code ne peut pas avancer tant qu'il n'a pas reçu une demande, une réponse à son appel. Il ne peut pas faire d'autres instructions. Les communications asynchrones, tu envoies une demande, mais tu peux, en attendant, faire d'autres instructions en attendant de recevoir la réponse. Et c'est une classification d'une manière générale. Alors, tout nécessite, grosso modo, le réseau. Alors, que ce soit les applications RMI, demain, vous allez avoir des composants un peu plus évolués qui sont les EJB ou d'autres catégories de composants. Ça veut dire, vous allez le voir en 3e année ou 4e année. Et vous allez aussi avoir une autre catégorie de communication répartie. Par exemple, c'est les serveurs de chat, les chats. Qui m'a Skype, qui m'a Messenger, qui m'a n'importe quel serveur. Donc les serveurs de messagerie qui m'a WhatsApp. Il peut y avoir aussi des serveurs de news. D'accord, vous abonnez, vous recevez les dernières news, le télescope Hubble, etc. Un peu, plus ou moins, un peu, mais Twitter dans le sens news uniquement. Hein. Ou elle qui m'a mosaïque, mais tu reçois uniquement les news. Les serveurs de fichiers. Et là, c'est ce qu'on va plutôt voir aujourd'hui, c'est comment programmer ce qu'on appelle des sockets, parce qu'ils sont tous basés à base de sockets. Et RMI utilise les sockets. La socket, c'est vraiment le nom français, c'est la connexion physique. C'est vraiment cette autoroute à double direction qui va s'établir physiquement entre votre carte réseau et la carte réseau de la machine à laquelle vous allez vous adresser. On peut aussi trouver la notion de socket. La socket,
il y a ce qu'on appelle un flux sortant, un flux sortant qui matérialise le flux des données que vous allez envoyer et le flux entrant. Ça veut dire le flux des données que vous allez recevoir. Et les deux flux appartiennent à la même socket. OK? Alors, on a vu que pour comprendre un petit peu, pour faire des applications du type Messenger, ou des applications de chat, grosso modo, il va falloir comprendre des choses. Qu'est-ce qu'il faut comprendre et qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir qu'il faut connaître l'adresse du serveur à laquelle vous allez vous adresser. D'accord? Donc, pour créer ce genre d'application, l'adresse, c'est l'équivalent du numéro de téléphone. Et l'adresse, typiquement, on l'appelle comment? L'adresse du serveur. C'est une adresse. Comment on identifie les serveurs à le réseau? C'est une question. Comment est-ce qu'on identifie les serveurs? Adresse IP. Tout simplement l'adresse IP. D'accord? Mais l'adresse IP ne suffit pas. Il la faut, mais il ne la suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut en plus? Le port. Le port, un peu, c'est comme si tu connaissais le numéro de téléphone de l'INSEAD, mais tu as besoin de communiquer avec un poste particulier, le poste de l'enseignant ou du chef de département. Parce qu'une machine possède énormément de ports. La carte réseau possède énormément de ports. Et chaque port est dédié à un protocole donné. Donc c'est pour ça qu'il ne suffit pas de connaître l'IP, il faut aussi connaître le port. Et le port, généralement, il est 4 nombres. D'accord? Une fois que vous connaissez ces deux informations, vous pouvez communiquer avec le serveur, envoyer une requête et recevoir une réponse. D'accord? Donc l'année, quels sont un peu le vocabulaire dont on a besoin? Vous avez un client qui fait l'appel, vous avez la socket, c'est un tube bidirectionnel entre deux ordinateurs. L'adresse IP, c'est l'adresse de l'ordinateur. Le serveur, c'est le client communique avec un serveur, donc la socket va s'établir entre le client et le serveur. Bon, ça, c'est le serveur de nom qu'on va utiliser rarement pour l'instant, mais ils sont très utiles dans les applications réparties. Et par exemple, le réseau, c'est eux qui vont faire une correspondance entre un nom logique et une adresse IP. مثلا, qui تكتب انت في barre d'adresse d'un navigateur www.yahoo.fr. En fait, ce nom-là, on l'appelle le nom logique, qui est www.insat.tn. C'est un nom logique. Et on ne peut pas trouver un serveur directement avec son nom logique. En fait, il y a ce qu'on appelle des serveurs de nom, qui est DNS, qui vont convertir ce nom logique en adresse IP. Donc il y a une conversion qui se fait entre le nom logique et l'adresse IP. Vous pouvez toujours saisir dans la barre d'adresse l'adresse IP du serveur. Mais il a trop le nom logique, sachez que le DNS s'occupera de cette traduction. Donc le port, c'est un canal dédié à un service et bien entendu, le protocole, c'est le langage utilisé pour faire communiquer deux ordinateurs ensemble. D'accord? On peut les faire communiquer avec différents protocoles. Alors ici, par exemple, vous avez une équivalence, une adresse IP, ici, et un nom logique. Et cette traduction-là, elle est prise en charge par des logiciels installés au niveau des routeurs de l'Internet qu'on appelle le Domain Naming Service. Wabi de DNS, c'est une application répartie. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul nœud sur lequel se trouve le DNS, mais le DNS, il est réparti sur tout le réseau Internet. Donc normalement, tu as dit de taqra quand vous allez faire un cours sur le réseau. Donc il y a le protocole TCP, par exemple, et il y a différents protocoles, et le protocole UDP. Par exemple, quelle est la différence entre TCP? TCP, c'est un protocole orienté connexion. C'est un protocole de bas niveau. Je vais orienté connexion. Je vais d'abord établir une autoroute, et ensuite, quand je vais communiquer sur cette autoroute, tous les paquets que je vais envoyer, toutes les données vont suivre le même chemin. D'accord? Par contre, sur UDP, c'est une programmation TCP, c'est Transport Connection Protocol, à chaque fois le nom m'échappe, le TCP orienté connexion, et l'UDP, c'est orienté datagramme.
D comme datagramme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin, pour l'UDP, d'établir au préalable une connexion, une autoroute. Mais vous envoyez des paquets et chaque paquet peut suivre un chemin différent. Ils peuvent ne pas arriver dans l'ordre au destinataire et c'est le destinataire qui va se charger de le remettre dans l'ordre parce qu'il y aura des drapeaux dans chaque paquet. D'accord? Donc TCP a la réputation d'être plus fiable que UDP. Alors il y a des protocoles de bas niveau qui mettent TCP et UDP et au-dessus on va trouver des protocoles de plus haut niveau qui mettent FTP, qui mettent SMTP, qui mettent Telnet. Le FTP, c'est le File Transfer Protocol. Le FTP est basé sur TCP. Le Telnet, c'est un protocole qui va se baser sur TCP. Le SMTP, Simple Management Transport Protocol, c'est un protocole de management du réseau. Il est basé sur TCP. Qui m'a HTTP, le protocole que vous utilisez sur Internet, il est basé sur TCP. Donc, comme des protocoles de bas niveau, comme des protocoles de haut niveau. Qui m'a le RMI protocole, RMIP, il est basé sur TCP. RMI est un protocole utilisant le TCP. Il y a d'autres protocoles qui utilisent le UDP. Par exemple, Simple Network Management Protocol, SNMP, il utilise UDP. Donc ça c'est juste à titre d'exemple, d'accord? Juste un peu pour vous aider un petit peu à naviguer dans ce monde-là. Mais je trouve les détails bâches. Donc, grosso modo, il y a dans les ports, il y a différents ports. On a des ports identifiés, qui met le port 21 pour le FTP, port 23, port 25. Grosso modo, il y a les ports de 1 à 1024, ce sont des ports fondamentaux pour les administrateurs. Et le port de 1025 à 5000, vous pouvez les utiliser en tant qu'utilisateur. Maintenant, revenons à cette notion de socket. C'est quoi une socket? Est-ce que c'est que peut-être. Alors la socket, c'est cette fameuse autoroute pour échanger des données entre un client et un serveur. C'est un canal. D'accord? Et du point de vue de la programmation, ce canal, on va l'utiliser comme un input-output. C'est un canal d'entrée-sortie. C'est un IO. Qui m'a fait l'équivalent de Java? Le system.out.println. Le system.out, c'est un canal de sortie qui va vous permettre d'écrire des choses sur la console de l'écran. D'accord? Donc, on va le traiter un peu d'une manière similaire à une entrée-sortie standard. Écrire sur l'écran, lire à partir du clavier, écrire dans un fichier, lire dans un fichier. Du point de vue de la programmation, c'est considéré comme étant un canal. Voilà, tout simplement. Alors, on va donc avoir plusieurs catégories de sockets. Par exemple, les sockets TCP sont fortement connectés. D'accord? Elles vont vous permettre d'envoyer des données entre un client et un serveur. Il y a aussi ce qu'on appelle des sockets en UDP, en mode datagramme. C'est en mode déconnecté. Je m'appelle en mode déconnecté. Il n'y a pas cette connexion qui s'établit au préalable. Alors, elle est généralement utilisée pour ce qu'on appelle la diffusion, le broadcasting. Le broadcasting, c'est un peu quand tu as un serveur qui va diffuser des informations à beaucoup de clients. Qui Talbza, par exemple, la télé, diffuse la chaîne à beaucoup de clients. Donc, quand on n'est pas en mode connecté, on utilise plutôt le UDP. Et la communication fortement connectée, c'est plutôt une communication one-to-one. Et c'est le TCP. Donc, soit vous diffusez, soit vous faites de la communication one-to-one, d'accord? Alors, les sockets, si on veut matérialiser ce phénomène, juste pour, je ne Java parce que c'est pour dire que tous ces phénomènes-là peuvent être matérialisés en un langage donné. En l'occurrence, comment on va le matérialiser en Java? En Java, vous allez avoir une classe dans le paquet JavaNet, net comme réseau, network. Vous allez avoir une classe socket qui va vous permettre de créer cette fameuse autoroute. Et je vais vous donner directement un exemple concret de programmation pour vous dire que le développeur peut programmer lui-même ses connexions. Alors, juste un petit peu quelques notions de base, on va faire un exemple. Une socket, c'est la classe Java équivalente à une connexion. Et la connexion, et cette fameuse socket possède deux flux.
un flux entrant et un flux sortant. Créer une socket ou l'établir, c'est l'équivalent à établir une connexion. Pour créer une socket, vous devez connaître l'adresse ou le nom IP de la machine distante et le port sur lequel vous connectez. Vous devez, pour établir une socket, avoir deux classes, la classe client et la classe serveur. Le serveur reste en attente d'une connexion, donc il tourne en permanence. Il va recevoir les demandes de connexion et les accepter. Et une fois qu'il les accepte, il va pouvoir recevoir des messages via la dite socket. Le client, quant à lui, c'est lui qui demande une connexion au serveur, à condition que le serveur soit démarré. Et c'est lui qui va envoyer des messages ou les recevoir. Alors, ce texte-là, traduit en figure, ça donne ça. Pour que vous puissiez programmer un petit peu cette catégorie d'applications, vous devez avoir deux classes. Une classe serveur. Alors, cette classe serveur, il existe une classe dans le paquet JavaNet de Java permettant de matérialiser un serveur de socket. Ça s'appelle Server Socket. Donc, vous allez démarrer le Server Socket sur un port donné. Et ensuite, vous allez démarrer une boucle infinie dans laquelle le serveur va accepter ou va rester en attente de demandes provenant du client. Comment est-ce qu'il reste en attente? Grâce à la méthode accept. Et la méthode accept, c'est ce qu'on appelle une méthode bloquante. Tant que je n'ai pas reçu de socket, je n'accepte pas, je n'avance pas. Mais dès que j'en reçois une, j'avance et je crée une classe socket. Une fois que j'ai créé une classe socket, quand est-ce que je crée une classe socket? Quand le client instancie une socket en lui donnant le host et le port, l'adresse IP et le port de ce serveur. Donc dès qu'il y a cette instanciation, la méthode accepte la demande et crée la dite socket. Alors une fois que vous avez créé la socket, voilà, vous allez établir cette socket. Et sur cette socket, le client peut lire sur le output stream et peut lire sur le input stream, le flux entrant, écrire sur le output stream. Le output stream بالنسبة للكليان هو l'input stream بالنسبة للserveur et vice versa. Alors si vous voulez arrêter le serveur proprement, il faut fermer la socket du point de vue du client et du point de vue du serveur. Alors on va les programmer ensemble. Donc c'est ce qu'on appelle le minimal TCP server et le minimal. Donc ça c'est le serveur, on va l'écrire ensemble, un serveur, et ça c'est le minimum client. Donc pour cela, pour les écrire plus facilement, je vais démarrer NetBeans. Je peux les écrire aussi avec un bloc-notes. Hein. Je peux le faire aussi sur un bloc-notes. Donc préférez bloc-notes, je pense, non? Donc on va commencer par écrire ensemble le serveur. Voici le serveur, il faut faire deux imports, le JavaNet et le Java.io. Donc on va faire ici import de Java net ces deux imports-là, net pour la programmation réseau et you parce qu'on a affaire à des entrées-sorties. D'accord. Et on va écrire notre classe serveur. Pour que ce serveur puisse fonctionner réellement comme un serveur, on va utiliser une classe préexistante dans le Java Net qui est Server Socket. Donc Server Socket. Et cette classe-là est prédéfinie et va permettre de recevoir et d'accepter les sockets. Et puis dans le constructeur de la classe serveur, je vais instancier Server Socket sur une adresse IP donnée. Donc je vais faire new Server Socket. Je peux démarrer sur le port 3040. D'accord. On va voir dans l'exemple où est-ce qu'il l'a démarré. Server Socket par exemple, il l'a démarré sur le 5432. Donc il a fait S new Server Socket et lui il a démarré ici. Bon, il se trouve que cette instanciation, si jamais ce port-là est occupé, je vais avoir des exceptions. Moi, je calcule déjà les exceptions, c'est des sortes d'erreurs. Mais comme c'est des erreurs prévisibles, je peux toujours les capturer. On peut donc imaginer que cette instanciation échoue parce que ce port est occupé. Donc il va falloir prévoir ce cas. On va essayer donc d'instancier ce serveur.
un try et on va catcher l'exception spécifique. Normalement, ça peut être uni aux exceptions, mais je peux voir le constructeur ou je peux voir la signature du constructeur, mais je vais catcher la classe générique. On peut être plus précis. Hein. Et tout simplement ici, je vais afficher l'exception système. Erreurs, ça veut dire afficher la trace pour bien comprendre de quoi il s'agit. D'accord. Donc je l'ai démarré ici. Enfin, je l'ai instancié, je ne l'ai pas encore démarré. Et il est opérationnel. Mais après, je vais avoir, donc ça c'est le constructeur. Simplement, je vais mieux organiser mon code. Ça, c'est le catch. Là, c'est l'intérieur du catch. Et ça, c'est la fin du constructeur. Voilà. Donc ça, c'est le constructeur. Je peux lui passer, bien entendu, en paramètre les ports. Et puis, on va faire une méthode. On va s'inspirer de je passe à l'exemple. C'est exemple, voilà. C'est ce que moi, j'ai fait, une serveur socket. D'accord. Donc ici, il a fait l'équivalent pour démarrer les serveurs socket sur un port donné. Et puis, on va faire une boucle infinie pour que ce serveur tourne en permanence et qu'il puisse accepter. D'accord. Lui, il l'a fait dans un main. Donc, on peut ici faire kiff dans le main, public, statique. Ça, c'est la programmation de base. Hein. String, crochet, pas. Faire serveur. Je vais instancier serveur srv égale new server. Donc, je vais instancier ce serveur. On va plutôt créer une méthode ici, go, public void, écoute de connexion. On va l'appeler go. Cette méthode go va permettre de faire une boucle infinie, while true. Et dans cette boucle-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander d'accepter des sockets provenant des clients. While true, serveur. Alors, c'est une méthode bloquante. Bloquante. Donc, tant qu'il n'a pas accepté, il n'avance pas. Donc, ici, cette méthode-là va nous retourner une socket SK. Donc, mais système out println, socket accepté. Tout simplement, socket accepté. Nouvelle socket acceptée. Je ne sais pas si... Je ne me rappelle plus s'il y a une exception qui est levée ici. Non, il n'y a pas normalement d'exception. Alors, on va faire un petit test basique comme ça. Donc, ici, j'ai instancié. Je vais faire srv.go. Donc, il va rentrer dans cette fameuse boucle infinie. Alors, ça, c'est le main. Ça, c'est la classe. Et on va compiler et démarrer le serveur. Ici, c'est bon. Donc, on va essayer de faire CTRL S. Je vais l'appeler la classe serveur. S'il y a un problème, vous m'arrêtez tout de suite. Ça va? Ah? Attends, ça là, 2 secondes. Nouveau dossier, socket, programmation réseau. Programmation réseau, c'est mieux la classe serveur. Allez, rentre l'année.
go, go. شو ناقص؟ parenthèse. while true. ناقص point virgule. Parenthèse la 1. Ah, go, voilà, go. On va essayer de compiler. CD. نحطها plutôt تحت السي. مو كيف كيف. Java C, serveur en Java. Alors, print stack trace. Peut-être T minuscule. مادام تدي لي print stack trace هي وحدها تعمل print ln. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas besoin de... T majuscule. Hein? T majuscule. Alors, voilà, il y a bien une exception, on fait l'accept. Hein. Donc, on va essayer de catcher. Donc, ici. Donc, on va faire la méthode, pour faire simple, je vais faire la méthode throws. On va la catcher في المين. On va plutôt catcher dans le main, dans le... عملت تراي كاتش على الكل. Exception tout court. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de gestion d'exception, mais... Alors, try without catch, try. هذه ثم هذه try تبدا هوني تسكر هوني. Donc البارنتيز هذه plutôt في الأندوار. catch ثم النيم يتسكر هوني. Encore une exception بال throws, c'est ça. Voilà. Donc le serveur a compilé. Donc on remarque les étapes. On peut le créer, bien entendu, le code. On peut se focaliser sur l'amélioration du code. On a utilisé une classe qui est موجودة في JavaNet qui a tout prévu pour que on puisse utiliser un serveur de socket. On l'a instancié sur un port donné. Ensuite, on fait une boucle infinie. Quand le serveur accepte, il affiche socket accepté et c'est tout. Donc ça signifie que oui. مادام server.accept معناتها يعمل سليب للبروجرام ولا يعمل له حاجة. En fait, ça, vous vous rappelez quand on avait fait les threads, c'est ce qu'on appelle chez Java des méthodes bloquantes. Ça veut dire que le thread main va rester bloqué là-bas. Donc je vais vous rappeler ça. Donc j'avais mis ça justement en parenthèse. Je vais retenir quelques mots les threads. C'est pas sleep, mais c'est vraiment des méthodes qui correspondent à des threads bloquants. Je suis en train de démarrer le cours à les threads. Et ça correspond exactement à ce schéma-là. Voici qu'il y a des méthodes qui sont bloquantes nativement dans certains langages. Ça veut dire que si un code est en train d'opérer et qu'il y a une méthode accept, le main entre dans un état bloqué. وقتاش يخرج منه
Par exemple, dans ce cas particulier, il reçoit une demande. Une méthode read, ça veut dire lire un message. En mode écoute, tant que je n'ai pas reçu de message, je suis bloqué. Ce sont généralement des méthodes d'entrée-sortie. Des méthodes d'entrée-sortie qui font rentrer le mail dans un état bloqué plutôt. C'est pas un sleep, c'est je n'avance que soit je reçois une demande de socket, soit je reçois un message. On est bien d'accord ici? Le read et le accept de programmation réseau sont bloquants. Il n'y en a pas d'autres à ma connaissance. Donc vous allez faire rentrer le mail dans un état bloqué. Ça marche? Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire le client. Donc import de Java. Import de Java. Ce qui va bien entendu générer des problèmes de performance. Comment s'en sortir? C'est la réponse aussi qu'il faut trouver. Donc classe client. Du copier-coller. Donc je vais ouvrir pour exploiter un peu le gestion de l'ordinateur. Peut-être j'aurais dû tout simplement aller vers l'ordinateur. Copier-coller serveur. Prochain drive catch. Là je m'occupe مش مشكلة. Oui, مكتوب وكاو. Je me classe client. Le client va posséder une méthode main, public statique. Simplement, le client va initier une socket. C'est le numéro de port qui est le 120, comme chez 128. Le numéro de port par défaut, je vais voir. Après, j'oublie le. Ça fait longtemps on a numéro de port. Ça, c'est du serveur. Le client. Voilà, c'est le 127.0.0.1. On a le localhost, quoi. L'équivalent du localhost. Donc, 127.0.0.1 et قداش حاطين البور هنا في السيرفر. J'aurais dû choisir un numéro de port enregistré sous tout. Personne ne se rappelle du numéro de port? C'est le port 3040. Voilà, 3040. Et je vais donner le port 3040. Entendu, toujours on aura des exceptions. Donc je vais faire un try et je vais catcher l'exception. Je peux être plus spécifique, il vaut mieux être beaucoup plus spécifique. Normalement, ces exceptions du type IO, entrée-sortie. Alors, quand je vais faire, donc je vais compiler ce programme-là, Java client. Pourquoi je me trouve pas? Oh, c'est bon, ça a compilé. Bon, maintenant, comment faire tourner ce programme? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant que j'ai compilé? Comment vous visualisez le résultat? Hein? Qu'est-ce que vous attendez? Comment faire marcher ce programme? السيرفر لازم يكون محمول. Alors, on a le serveur, donc Java serveur. Il va tourner en permanence. Hein.
est-ce que je vais voir le message du serveur, socket accepté, là, mais je vous rappelle, voici le code du serveur. Donc le serveur, est-ce que je veux voir, est-ce que quand je vais le lancer, pour la première fois, je vais voir ce message, oui ou non? Non. Non, parce qu'il va rester bloqué ici. Donc je vais faire Java serveur. Il va rester, il tourne, il ne s'est pas arrêté, parce qu'il y a une boucle finie. Maintenant, je vais lancer une autre ligne de commande, qui est le CMD. Donc CMD, voilà. Je vais faire lancer. Je vais lancer le premier client, Java client. Socket accepté. Client, socket accepté. Client, socket accepté. Tout simplement. Tout simplement et pas tout simplement. Allez chez pas tout simplement. Imaginons que l'année, j'ai le serveur. Le serveur, il va faire des traitements. Pour chaque client, par exemple, il va discuter avec, il va attendre ses messages, il va y avoir des échanges. Chaque client va vouloir communiquer avec le serveur, imaginons. Et que ce traitement-là va durer, par exemple, 1 minute. Pour chaque client, une fois qu'il accepte, il y a des traitements, que ce soit une confirmation, voilà, par exemple, une recherche d'authentification, est-ce que ce client a le login ou le password, etc. Donc, après avoir accepté une socket, il y a un minimum de traitement pour chaque client. Et imaginons que ce traitement-là dure 1 minute. D'accord? Alors, on va faire un petit peu un test, on va faire un sleep. Ce traitement, pour simuler, hein. Regardez, je vous 1000. Là, ça simule, tout simplement, c'est simuler à faire pour chaque client. Attendez à quel résultat? Là, maintenant, je n'ai en millisecondes ou là, que va-t-il se passer là? Quel est le problème? Les autres clients ما ينجموش يكونكتيو ما ينجموش ولا يقعدوا يستناو. يقعدوا يستناو حداك الشيء اللي الكليون الآخر Voilà, effectivement. Et c'est la réalité des choses, parce qu'en général, quand on accepte une socket, on va déclencher comment dire, une relation avec le client. Et sa relation implique j'écoute ses messages, j'envoie des messages, je le mets en relation avec d'autres clients. Accepter une socket ne suffit pas. Ce n'est que le point de départ d'un ensemble d'interactions. Et si je m'occupe, je mets 1 heure, 10 minutes, 10 secondes, whatever, pour m'occuper de ce client, je risque de perdre les autres. Et c'est ce test qu'on va faire. Hein. Alors, on va faire sleep. Kif une exception, donc l'année. Donc, on va, au lieu d'être spécifique, on va être plus général. Throw exception l'année. Et je vais être plus général pour me permettre, parce que sleep, tu as une autre exception qui est normalement interrupted exception, voilà, quelque chose comme ça. Donc, j'ai essayé d'être plus spécifique. C'est pas ce qu'il faut faire, hein, forcément. Il vaut mieux être spécifique, traiter tous les cas. Donc, il vaut mieux faire 2 throws ici. Throw exception, EU exception lié l'accept, ou throw interrupted exception lié l'accept. Mais comme je suis dans un fake example, ou la mock example, je ne veux pas rentrer dans les détails de programmation. Donc, on va relancer notre serveur. Bien entendu, comme il n'a pas reçu de demande, ben, il va rester en attente. Maintenant, je vais relancer le premier client. Et je vais relancer tout de suite après le deuxième client. Vous remarquez qu'il ne lui a pas accepté la socket. Quand il est encore occupé à répondre au premier. Ah, enfin, il a accepté. Mais là, c'est parce que le traitement, il fait de 10 000, 10 000 millisecondes, ça fait... il a fini par l'accepter. Mais je comprends, le traitement ne dure pas plus. Je reprends un petit peu. Donc là, je relance. Il n'est pas encore accepté, le quatrième.
Le temps qu'ils finissent avec le troisième. Ah, enfin il est accepté. Donc vous voyez un petit peu le problème que posent ces fameuses méthodes bloquantes qui sont nécessaires. Et comment pallier à ce problème? Comment le résoudre? Parce que là, ça entraîne, le client, des chutes de performance énormes. Ça fait un serveur qui n'est pas professionnel. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. D'autant plus que vous avez une autre méthode qui est bloquante, qui est le RID. نقعد نستنى في message مع الكليون. Un thread pour chaque client. Hein? كيفاش؟ Un thread pour chaque client. Effectivement, il faut penser à faire des threads. La seule manière de faire basculer ce système d'un état un petit peu bloquant à un état beaucoup plus concurrent, je m'en couche parallèle. Comment le résoudre? Bon, bien que donc, comment résoudre ce... Il faut effectivement utiliser un thread. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on va mettre dans un thread? Le traitement avec un thread.sleep. Effectivement, ce traitement, thread.sleep, je vais le mettre dans un thread. Chaque fois que j'accepte une socket, je vais créer un thread et ce thread-là va simuler le traitement. Donc ici, on peut faire la chose suivante. Donc, créer une nouvelle classe nouveau. On va l'appeler la classe thread. Dit à chaque client, bien entendu, extends. On va faire implement runnable. D'accord, c'est plus propre, mais on va faire ça. Extends thread, mais extends client. On va faire public void run. Après, il y a des techniques beaucoup plus avancées, hein, les pools de thread, etc. etc. La programmation concurrentielle, elle est devenue de plus en plus riche. On peut même faire de la programmation. La méthode run est devenue asynchrone. Je vous invite à voir le Javadoc, mais nous, on va commencer tranquillement. Donc ici, on va faire le thread.sleep. Thread.sleep. Et on va faire ici try catch. De e.print.trace. Ça, je rappelle encore une fois, le but, c'est surtout pas de s'endormir. Paradoxalement, mais ça simule. C'est l'idée, c'est de simuler un traitement. Un traitement pour chaque client, c'est de simuler le traitement nécessaire. Un slip, on va mettre 10 000. Voilà, whatever. Donc ici, on va l'appeler thread. On enregistre sous le répertoire. Il s'appelle thread traitement. Alors, simuler S. Et on va le compiler d'abord. Hein. On va arrêter le serveur. On va clarifier thread. Dire un thread, je vais changer le nom. Traitement. Voilà le thread. Maintenant, il va falloir revenir vers qui? Il va falloir ouvrir quelle classe? Client. Serveur. Le serveur. Hein. Voilà. Comment on va le modifier, là? On va supprimer cette ligne-là. Et comment on va rectifier pour rendre un petit peu concurrent? Voilà, pour accélérer le fonctionnement. Pour chaque client, je vais faire quoi? نصنع thread traitement
نعملوه بوان ستارت. Effectivement, thread traitement. Toujours des mots plus précis. Égal new thread traitement. On va faire thread traitement point start. Donc normalement, on va pouvoir compter les serveurs. Voilà. Et maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous voulez observer exactement? Je vous rappelle que le thread va s'endormir pendant حاطين 10 نزيدو نرقدو أكثر شوية. Normalement, et c'est ça, زدت حطيت أكثر من نقولو 10 000 100 000. Alors, qu'est-ce que vous attendez là? On est le serveur, on est le client. On s'attend à quoi? يقدروا الكل في الوقت ما Non, je vois. Effectivement, مش فرد وقت. Mais يسرع السيستم presque فرد وقت. معناتها l'acceptation va se faire beaucoup plus rapidement. كل client نacceptيه beaucoup plus rapidement ونdéclencher le thread نتاعو اللي هو qui va prendre en charge le traitement associé à ce client. Donc on va lancer le serveur. Il va démarrer, il n'a rien encore accepté. Je vais lancer 2 clients à la file. Client lourd, tout de suite après le client fini. Voilà, vous voyez un petit peu accepter, accepter. Malgré que, bas de l'acceptation du client lourd, il lui a démarré un thread. Et ce thread simule un traitement qui dure presque 10 000, 100 000, whatever. Et donc à chaque fois que je lance, tout de suite c'est accepté. Hein. Alors qu'en théorie, l'astuce, c'est plus une astuce, il faut le faire. C'est le B à bas, d'accord? Ça permet d'optimiser, de rendre le serveur beaucoup plus performant. Que ce soit avec une connexion par seconde, toutes les millisecondes, etc. Vous n'avez pas le choix. Face à des affaires, à des méthodes bloquantes, ou à des traitements longs, quand vous avez un afflux de demandes, vous ne pouvez pas vous permettre de répondre d'abord au premier client avant de revenir au deuxième, avant d'aller au troisième. Il faut que chaque client, vous puissiez lui déclencher un thread qui prenne en charge les traitements associés à ce client et revenir tout de suite après au deuxième. Et lui déclencher un thread et revenir tout de suite après au troisième. Qu'est-ce qui consomme du temps là? Enfin, c'est pas que ça consomme du temps, mais le serveur, il prend juste le temps d'instancier et de démarrer. C'est juste du point de vue de la JVM, combien de temps penser en un thread et comment de temps pour le démarrer. Et tout de suite après, je reviens à l'acceptation. Quelle que soit la complexité du traitement mis en œuvre par le start. Je ne perds, que ce soit 10 000, 20 000, 100 000, je ne perds que le temps d'instancier, de démarrer. Donc, vous voyez un petit peu. Et ça se justifie d'autant plus que quand on va continuer un petit peu, vous allez remarquer que la prise en charge du client, du point de vue des programmations chat, nécessite un read, une lecture. Donc je vous rappelle que le read, il est aussi bloquant. Tant que le serveur n'a pas reçu de message, tu vas distinguer. Ça, on va faire le read, oui, c'est le client qui bat. D'accord. Alors on avance un petit peu, donc on a vu un petit peu cette fameuse programmation minimaliste. Minimaliste, c'est de la programmation. Qu'est-ce que vous attendez pour finir notre petit serveur de chat? Donc, on a stade aidé. On a un serveur, on a un client. On a un serveur qui démarre le server socket, il accepte la socket. Le client fait une demande. Au coffre, le stade aidé. Quel est le stade suivant? Envoyer les objets. Pas des objets. Envoyer des... C'est pas des objets qui mettent le RMI, c'est des messages textes. Oh, d'accord. C'est pas la technologie RMI.
c'est plutôt de la technologie de plus bas niveau. On va envoyer c'est un peu le chat, qui m'a Messenger, qui m'a WhatsApp. Tu envoies des messages, le farq qui fait WhatsApp, et tous les messages que tu envoies sont cryptés. Kif WhatsApp ou le message, il se base sur un serveur central. Et c'est le serveur central qui prend le message et va le faire parvenir au destinataire. Mais il n'y a pas de sérialisation et désérialisation. C'est vraiment des paquets qui contiennent des données qui vont être envoyées. Il n'y a pas tout le protocole RMI. Ce n'est pas un appel de méthode à distance, c'est un envoi de message. Donc, on est dans cette phase-là où il va falloir exploiter la socket pour récupérer les deux flux entrants, le input stream et le output stream, pour lire et écrire. Supposons que maintenant, une fois que le client se connecte, le serveur lui envoie le message « Hello ». Bienvenue sur le serveur, tout simplement. Que faut-il faire? Eh bien, on va commencer par changer le serveur. D'accord? Ok. Dans le traitement. En quoi consiste le traitement maintenant? Envoyer le message hello. Voilà. Alors, pour qu'il puisse envoyer le message, il a besoin de quoi? Le thread traitement. Il a besoin de récupérer quoi? Les flux. Il ne peut, les messages sont envoyés sur le serveur, sur le output stream. Et le output stream, mais socket. La socket, c'est une autoroute bidirectionnelle. Donc il va falloir, à partir de la socket, récupérer ce flux sortant. Oui ou non? Donc le thread, en fin de compte, que j'ai instancié, il a besoin de quoi dans le constructeur? Que je lui passe quoi? 2 secondes, hein, j'arrive. Alors, je vais vous envoyer, je vais vous laisser réfléchir et on reprend dans juste 1 minute. Hein. Donc, réfléchir comment modifier ce bout de code pour que le thread puisse envoyer le hello au client. D'accord? On reprend dans une petite minute.
Bon, on reprend. Bon, là, ce qu'on va voir, c'est un mélange de programme, c'est une solution programmatique plutôt. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le thread puisse manipuler la socket? بعثت لكم الكود تسمعوا فيا؟ Allô? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, madame. Ben, quelles sont les modifications à faire dans le code? Je vous rappelle que l'objectif, c'est d'exploiter que chaque thread va manipuler une socket. L'idée, c'est que le thread, le serveur, pour chaque client, lui envoie un message hello. Donc, le thread, en fin de compte, il s'occupe de cette partie. Ça veut dire de la partie communication avec le client. Pour chaque client, je vais avoir un thread qui s'occupe de ça. Comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire des threads, mais si vous ne le faites pas, votre application ne va rien valoir sur le marché. C'est une application tellement lente qu'elle va être jetée à la poubelle par les clients. Donc c'est la concurrence qui va gagner. Vous êtes dans un monde concurrentiel, l'informatique c'est très concurrentiel, et pour qu'une entreprise, une solution informatique développée par une entreprise se distingue par rapport à une autre solution, elle doit être plus performante, plus sécurisée, offrir plus de services. Donc je reprends, offrir plus de services, ok, mais que ces services soient performants et sécurisés. Donc l'idée c'est, on crée un thread pour s'occuper de cette partie. Donc le thread a besoin de connaître quoi? La socket sur laquelle il travaille. Puisque chaque thread s'occupe d'un client. Donc chaque thread s'occupe d'une socket. Donc c'est pour ça ici, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que j'ai besoin de passer au constructeur la dite socket. Puisque un thread, un client, un thread, un client. Et comment je matérialise le client du point de vue du serveur? C'est un client, une socket. Un thread. Donc l'année, je vais modifier la classe client, la classe thread traitement, pardon, pour que le constructeur de chaque thread va être associé à une socket SK. Et ici, dans le constructeur de thread traitement, je vais demander de recevoir en paramètre une socket SK. Et est-ce que vous me suivez? Voilà, qui est encore en ligne? فكرتوني باش نعمل التيليشارجمون de la liste des participants, bien que ça n'a pas de sens. إسماعيل شارفي، أماني بشير، مريم بن إسماعيل، محمد زياد براهمي، محمد سحنون. شكون آخر؟ نعم مدام. Ah d'accord. Pour moi, il y a un écho. Hein, donc je ne sais pas si vous me suivez encore, mais moi j'espère que D'abord vous... fixe, madame. Ok, ça marche super. Ben, donc this.sk égale à sk. Et là, ce traitement, ce n'est plus un endormissement, c'est vraiment un envoi de messages vers le client. Et là, on va essayer, on est qui montre la programmation, la compréhension du fond du réparti. Alors, SK, c'est une socket qui possède deux sens. Input et l'output. Je suis obligée de récupérer le sens sortant. Je ne peux pas utiliser directement le SK. Il va falloir récupérer quoi? Le output. À la fois sk.get. Il peut y avoir quelques erreurs de faute de frappe. Je vais passer comme un phénomène qui est lié un petit peu à... Bon, c'est commun, c'est à beaucoup de langages, mais je vais l'expliquer plutôt du point de vue de langage Java. Qui surtout fait la sérialisation, quand vous avez fait la sérialisation dans des fichiers, surtout il y a flux de base, le input stream, le output stream, ou forme le object input stream, le object output stream. Ce sont des flux évolués qu'on vient greffer sur des flux de base. Le output stream en tant que tel, c'est un flux binaire. J'envoie dessus des 0 et des 1. Ce qui, du point de vue de la programmation, casse-tête chinois.
Je ne vais pas m'amuser à convertir bonjour ou hello en binaire pour l'envoyer. Donc, je vais venir greffer sur ce flux de base un filtre de haut niveau, ce qu'on appelle le data out. DOS, nous sommes le DOS égale à quoi? New data out. Et je vais lui passer le flux de base, l'OS. Donc, je vous rappelle qu'il y a une sorte de hiérarchie, ou ce qu'on appelle plutôt dans le langage une combinaison. Une combinaison d'un flux de base avec un filtre de haut niveau. Le flux de base envoie du binaire, le filtre va vous permettre d'envoyer du texte sur ce filtre. C'est en combinant ces différentes catégories qu'on arrive à faire des choses d'une manière très flexible dans les entrées-sorties en Java. Donc sur le DOS l'année, je vais faire un write, je pense, je ne suis pas sûre, on va voir le write hello. Donc, je pense que c'est un write. Donc, récupérer sur la socket le filtre, le flux sortant de bas niveau, greffer dessus un filtre permettant d'écrire du texte et écrire du texte. Alors, je vais essayer donc de faire un import ici de java.io et un import de alors ici, il doit y avoir sûrement des exceptions mises à cacher. Donc, on sauvegarde et on compile. On compile le thread. Alors, sk 10.sk égale à sk java.io. Virgule. Une erreur 10.sk égale à sk. Donc, on peut compiler. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Write, justement. Alors, essayez de me trouver le... مادام Write مادام UTF, oui. Hein? data output stream انت كتبتها دارا Data output stream. On voit les erreurs depuis le début, c'est mieux. Socket SK. نبداو من الأولى. Donc java.net, java minuscule هنا. Là, je vais من الأول. Write UTF normalement. Write UTF, c'est une manière normalisée. حتى les accents ou le circonflexe, UTF c'est une norme pour qu'ils puissent transformer les E accents aigus, les E accents graves d'une manière normalisée. Voilà. Donc ça, c'est une manière qui me rappelle comme UTF, c'est une norme ici de chemin. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'il faut faire côté serveur. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à modifier? Est-ce que je dois changer quelque chose au niveau du serveur? ما نسكروش الفلتر كما كنا نسكروا الفيشير. يلزمك تسكر الفلتر يلزمك كمان يلزمك ce que je veux dire, si on veut faire les choses proprement. D'accord? Comme moi, je ne suis pas dans l'optique programmation, je suis plutôt dans l'optique répartie. Donc, effectivement, il faut fermer les filtres proprement. D'ailleurs, il faut fermer les sockets proprement. Tout ce qui est entrée-sortie, il faut les fermer proprement. Sinon, à un moment donné, ça reste ouvert, ça risque de poser un problème. Donc, il faut effectivement, ce n'est pas une obligation, mais c'est une manière de faire les choses proprement. Décalé, il faut il y a le close نتاع le filtre et la socket. Donc on peut le faire si vous le permettez, on peut effectivement ouvrir les... Et la chancoula, je ne les ferme pas parce que peut-être j'ai encore besoin de lire des choses ou de d'écrire. Comment est-ce qu'on les ferme quand on n'en a plus besoin? Mais comme moi, j'ai peut-être encore la démonstration va avancer, je les garde ouverts.
pour faire évoluer le code. Mais le code va marcher quand même. Alors ici, qu'est-ce qui reste à faire? Enfin, le serveur, je n'y touche pas. Qu'est-ce qui reste à modifier? Donc le serveur envoie hello. Vous attendez à quoi? لازم نعمل input في الكلاينت. Tout à fait, le client. Donc je vais ici changer le client pour qu'il puisse récupérer le message et l'afficher. Donc le client, il va faire quoi là? Il va récupérer, on va l'appeler SK. Qui va faire l'inverse, SK.get input stream. Ça va nous retourner un input stream. Bon, là j'arrive. Donc on reprend ici. Donc le input stream IS, je vais l'appeler résultat de la récupération du input stream sur la socket. À partir du IS, je ne peux pas l'exploiter directement. Il va falloir alors construire greffer dessus un filtre, un input stream DIS égale new data input stream à partir de ce IS. Sur ce IS read UTF d'une manière normalisée. Résultat dans une voilà. Non, dis.read UTF S et je vais afficher ce S. Alors le read est bloquant. Hein. Je vais expliquer ce phénomène-là. Maintenant, compiler le Java-C étoile.java. Donc, le client, on va le faire. Alors, il va falloir SK. الغلطة في هنا نجم input stream get input stream input نقصد get input stream. Donc normalement c'est ok. Donc on va commencer par lancer le serveur Java serveur. Il reste en attente. Je lance un client. Alors, il y a une exception, connection reset, no thread traitement. Alors, ce qui est accepté. Alors, on va essayer de voir c'est quoi le problème. Read. Est-ce que c'est un problème lié au... Non. On va voir un peu comment ils ont fait dans l'exemple, hein, parce que peut-être j'ai fait une erreur que write UTF, c'est le data, qui data output stream, data output stream. On va revérifier le code. Le client va lire. Le UTF et S. Revenir vers l'erreur. On va voir l'erreur côté serveur et côté client. Méthode init not found go main.
connection reset. Alors, on va essayer de voir. Bon, normalement, on ne devrait pas avoir ce genre d'erreur, mais on va essayer en 5 minutes. Alors, on va se donner un peu le temps. Donc, la socket SK, elle est bien passée au thread. Et donc, je vais essayer de débugger le programme. On va essayer de voir si le thread traitement, normalement, reçoit la socket. Donc, au write, c'est bien le read côté client qui pose un problème. Hein. C'est pas le write. C'est le input stream. Et c'est le read. On va essayer de voir ici. No such method error, le thread traitement. Méthode. Donc, il y a un problème. نشوفوا لهنا كيفاش عمل الرايت ورايت UTF. Peut-être qu'il faut faire un close, hein. On va faire un close, peut-être votre camarade a raison, dans le sens qu'il faut on va essayer de fermer proprement les flux, déjà. D'accord. Donc, on va faire le close sur le DOS, on va faire le close sur le output stream et un close sur la socket. Déjà, pour éviter tous les problèmes, on va faire le os.close, on va faire le dos.close, on va faire la socket sk.close. Et on va faire de l'autre côté la même chose, côté client. Peut-être que c'est ça la source d'erreur après tout. On va faire l'année, le is.close, et le sk. Le serveur normalement donne un fait. On va redémarrer le serveur et lancer le client. Voilà, c'était effectivement, votre camarade avait parfaitement raison. En fait, le close, c'est important, oui, peut-être de le signaler, j'ai oublié ce phénomène. Le close permet de vider le buffer. De vider le buffer. Ça veut dire tant que je n'ai pas fait un close, je n'ai pas vidé les données contenues dans le filtre, et donc il y a un risque de problème. Et c'est une excellente remarque, effectivement, je pensais que c'était une option, mais c'est très important de vider de faire ce close pour vider proprement notamment les données contenues dans les autoroutes. Alors, je ne peux lire que si effectivement je finis d'envoyer toutes les données. Donc ici, le client a bien reçu un hello. Maintenant, où est le problème en fin de compte? Il y a un autre problème qui est similaire au premier. Vous m'entendez? Quel est le problème, René? Je ne sais pas si vous êtes encore là ou là, si... Le client doit attendre la réponse du serveur. Le client, effectivement, la méthode read est bloquante. Tant que je n'ai rien reçu, eh bien, je ne peux pas, bien entendu, avancer. C'est le même problème que l'accept. Dans quel cas se matérialise exactement ce problème? L'exemple est tellement basique que vous ne le visualisez pas. Le serveur envoie, je ferme. Mais imaginons que je suis dans réellement une application de chat où plusieurs clients se connectent à un serveur et lui demandent de les mettre en relation avec d'autres clients. Comme pour WhatsApp, comme pour Messenger. Donc le client peut recevoir un message du client A et du client B, du client C en même temps.
en même temps. Si j'utilise, et le serveur, quelque part, il n'est là que en tant que transitaire, ou elle en tant que plateforme de relais de messages. Donc tout le monde se connecte au serveur, s'identifie. Ensuite, le client A dit, je veux envoyer ce message au client B. D'accord? Et le client B lui répond. Et ensuite, via le serveur toujours. Mais en même temps, il est en train de discuter avec un client C. Le problème, c'est que ce lead-là, tant que je n'ai rien reçu du client A, voilà, via le serveur, je ne peux pas lire des choses provenant du client B. Et vice-versa. Parce que le lead est bloquant. Ça veut dire que si j'ai deux leads, je ne peux faire le deuxième que j'ai fini le premier. La même chose, donc il va falloir faire la même solution côté client, ça veut dire quoi? Quelle est la solution à faire côté client? La lecture ما فيها حتى مشكلة، j'envoie وما عندي حتى مشكلة. خلط ما خلطش ماشي مشكلة. Le lead نقعد نستنى. C'est ce qu'on appelle une méthode bloquante, une méthode synchrone. شنو هو الحل؟ نحطوا read في thread. Tout à fait. Il faut que le client lance un thread d'écoute, thread de lecture. Et thread lecture. Voilà les lectures-écriture, hein, quand même, nous avons un thread lecture. Voilà. Thread. Je vais passer la socket. Donc, elle est le colon. Faire thread lecture. Tac, tac, tac. Et je vais lui passer la SK. Et ensuite, je vais faire un nouveau client, une nouvelle classe qui s'appelle classe thread lecture. La méthode run ici, public void. D'accord. Ensuite, dans lequel j'ai une socket du point de vue du client, socket dans lequel j'ai un constructeur thread lecture et qui va faire SK égale SK. Et ensuite, qui va faire les imports nécessaires. Donc, voilà. Tac, 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 tac. Donc ici, aussi, le client peut faire il a reçu une réponse, il peut aussi, on peut simuler un traitement. On peut lire la réponse et mettre du temps à répondre. Donc, on va déjà le compiler tel que c'est enregistré sous thread. مدام زيد نعملوا ترايكات في الثريد خاطر Ah, موجودة في effectivement. الكليون. Attends, le cas, thread lecture. مادام تو كان فما ايرور في الثريد ما يكتشيهاش الكليون فيو كو الثريد استعملناه في وسط الكليون. On va résoudre les questions une par une. Déjà, effectivement, ici, il va y avoir des exceptions. Donc, il va falloir faire un try. Attends, je vais voir la deuxième question.
recompile le client. Normalement, il y a une compilation incrémentale, donc il va compiler aussi le thread lecture. Hein. Thread lecture, try without catch. Donc là, le try il commence ici, il finit là, et le catch il est là, et le run il est là. Donc on recompile le client. Alors, socket SK, import de javanet.étoile, import de javanet étoile. Voilà, donc je vais redémarrer ici. En fait, peut-être vous n'allez pas observer forcément quelque chose de phénoménal du point de ظهر لي vue. فما أكلات زايدة في الآخر. Ça y est, ça compile. Compilé le client. Ok, sorry. Donc, il n'y a pas de différence. Côté client, il va toujours Java Hello. Donc, Hello. Mais, d'accord, donc vous n'observez pas une différence fondamentale, sauf si le client, par exemple, après avoir reçu ce message, supposons que le client, il mette du temps. Bon, pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, pour simplifier les choses, c'est que ce client a délégué la réception, le client principal a délégué à un thread la lecture. Donc, supposons qu'il reçoit, que le client communique à plusieurs sockets, d'accord? Il communique avec X et avec Y, d'accord? Dans ce cas, on peut démarrer 2 threads de lecture. Le read étant bloquant, supposons que le client fait autre chose ici, donc fait un system out.println OK, par exemple system.out.println, je fais autre chose. Alors ici, je fais autre chose en attendant le read, je fais autre chose. Ça permet de faire ce autre chose-là, indépendamment de que le serveur envoie ou pas. Donc je m'explique l'année, j'enregistre, je recompile. Donc le scénario, c'est toujours lancer le serveur. Je lance le client, je fais autre chose. Et après, je reçois. Vous voyez un petit peu l'année qu'il fait autre chose. Après, il affiche le résultat du serveur. Et même si le serveur n'envoie rien, supposons que je viens dans le code du serveur et je supprime le message de bienvenue. Imaginons. Je supprime le hello. Il n'y a pas d'écriture. Le serveur n'écrit rien. Donc, supposons que le serveur... alors là, à chaque fois, il faut que j'ouvre le thread traitement. Donc, le thread traite, il écrit quelque chose, mais imaginons qu'il n'écrive rien. Ah, et le read reste en attente, Le fait d'avoir créé un thread côté client va nous permettre de faire cette autre chose-là, même si je ne reçois rien du côté du serveur. Il faut s'imaginer que je dis côté serveur, il faut généraliser. Allez, ce genre d'application, on va faire un petit schéma. Il est fait pour petit à petit vous emmener à réfléchir sur des serveurs, par exemple, de ce genre-là. Vous avez un serveur, vous avez plusieurs clients qui se connectent à un serveur. CTRL-C, on va dessiner les clients. C'est ce qu'on appelle typiquement, vous pouvez faire des serveurs de news, des serveurs de chat. Donc les clients se connectent à un serveur. Chaque client ayant une socket, par exemple,
par exemple chaque client, et les clients vont essayer de communiquer entre eux. Celui-là va essayer d'envoyer un message à celui-là, voilà celui-là, etc. Il peut communiquer en même temps avec celui-là, en même temps avec celui-là, celui-ci. D'accord? C'est ce qu'on appelle les systèmes de chat. Ce n'est pas un système décentralisé, c'est un système centralisé dans le sens où il y a un serveur. Maintenant, du point de vue de la conception, de la programmation, comment résoudre ce problème-là? Je vais vous donner des pistes. Et je vais vous donner ensuite un petit sujet à faire. Quelles sont les pistes à faire pour arriver à faire ce genre de choses? On n'est pas loin comme point de départ de ce qu'on a vu maintenant. Sauf qu'il va falloir faire des améliorations. La première amélioration à faire, c'est quoi? C'est que le serveur doit détenir la liste des quoi? Un tableau de tous les clients. Donc, chaque client se connecte, par exemple, il envoie un identifiant. Donc, le serveur doit détenir une liste de tous les clients. Et la classe client, chaque client possède un identifiant et une socket. Donc, côté serveur, je dois créer un vecteur, voilà, une collection d'identifiants et de sockets. Donc, le serveur, le client, c'est un identifiant et c'est la socket associée. Ensuite, quand un client A va chercher à communiquer avec un client B, il envoie par exemple un message en lui disant l'identifiant du client et voici le message. A envoie un message par exemple, client B, hello. Donc le serveur va parcourir la collection, va retrouver dans cette collection quel est le client qui possède l'identifiant B, va récupérer sa socket et va envoyer le message provenant de A vers B. Tout simplement. Donc ce qu'on rajoute en plus, c'est le fameux le maintien de la liste des sockets et de la liste d'identifiants côté serveur. Et on maintient le côté thread côté client et le thread côté serveur. Et il faut savoir aussi que côté client, il va lire et il va écrire. Mais la lecture est beaucoup plus critique que l'écriture. Est-ce qu'il y a une question sur ça? Donc je vais vous donner un petit peu un petit sujet sur lequel vous allez réfléchir. On va s'arrêter là aujourd'hui. Je vais vous le transmettre un petit peu voilà, par programmation réseau. دام اللي بعثنا الكورة أنا بعثت لكم الكود والكود بعثه لكم déjà. Un petit TD, ce qu'on appelle réfléchir à un programme de chat. Plusieurs clients se connectent à un serveur. Chaque client, quand il se connecte, chaque client reçoit quand il se connecte la liste des clients déjà connectés. Moi, je préfère l'adresse IP, je préfère un nom logique. Ensuite, parmi ces clients, il choisit celui avec lequel il souhaite dialoguer. Il peut en choisir plusieurs. Et quand il finit la communication, il envoie fin. Le fin permet de faire le closing de la socket. Et je vous demande donc de réfléchir à cette solution. Et أنا بعث لكم الكور اللي ماهوش موجود أنا بعث لكم tout de suite نشارجيه لكم على l'équipe. Ok, on peut s'arrêter là aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. أي لا تحب تسألوني سؤالي فما حتى مشكل. سينو تبعث لي ان ميساج وبربي حاولوا نشوفوا مع الديليغي كيفاش نبدلوا الوقت هذا سا مارش نلقاوش في رمضان فجوة un nouveau créneau qui se libère. Bon, donc si ou la semaine prochaine on sera في رمضان إن شاء الله نراكم مبروك et كما نقول faites attention, portez le masque et aux gestes barrières. Bonne journée, au revoir.